Bonjour et bienvenue au podcast, que vous soyez abonné Patreon, que vous regardiez sur YouTube, que vous écoutiez sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou encore que vous soyez à l'écoute de la station CIAX 98.3 FM. Patrick Lajeunesse au micro. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Jean-Pierre Pérouma qui est avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Patrick, je suis apparu comme ça m'a fait bizarre. Ça va bien? Très très bien, et toi? Ben oui, ça va, ça va. Je me suis couché trop tard, comme je t'ai dit tout à l'heure, là, mais j'étais en pleine forme pareil. J'avais pas rien de prévu ce matin, fait que j'ai dormi un petit peu plus tard. Yeah. Alors, ça va très bien. Alors, on attend Sarah Charland-Fauché qui va joindre à nous bientôt, dans un contexte particulier où je pense qu'elle a eu des changements d'horaire là, qui ont fait que elle a son enfant avec elle. Donc, c'est cigarette free, bébé free. Alors, on a le droit d'avoir des enfants qui crient ou de fumer des cigarettes parce que Jean-Pierre et moi, on est fumeurs, malheureusement. On ne devrait pas s'en vanter, là. Mais moi, j'ai ma vapoteuse. Fait que c'est encore socialement mieux accepté quand même que la clope. Moi, je ne fais que fumer dehors. Donc, OK. je vais Ouais, me ben moi aussi. Moi aussi, là, je fume jamais chez nous. Alors, bienvenue, Jean-Pierre. Content que tu sois là. Et puis, écoute, c'est drôle hein, pour les auditeurs. D'habitude, je fais une petite recherche et je présente moi-même les gens. Mais là, j'ai fait un petit entorse à ma méthodologie. Et puis, j'ai demandé à mes invités de se décrire eux-mêmes en 2-3 phrases. J'aurais jamais dû faire ça. Chers animateurs de ce monde, ne faites jamais ça. On ne sait jamais quoi choisir dans notre propre CV. C'est fou. C'est ça, exactement. Puis là, je m'amuse un peu avec la mise en onde. Là, j'essaie des choses parce que c'est un nouveau médium pour moi, là, cette plateforme-là de mise en ligne. Je rappelle aux gens qui nous écoutent à la radio qu'on est également sur YouTube pour les abonnés en direct. Donc, les gens qui voudraient s'abonner à Patreon, ça m'encourage et puis ça me donne un petit un petit kick pour continuer parce que ça demande quand même un peu de temps tout ça. Mais c'est vraiment une passion. J'adore ça. On est rendu à l'épisode 19. Je ne sais pas où ils sont rendus à la radio parce que c'est diffusé plusieurs semaines plus tard. Alors, mais on est rendu là. Je vais juste vérifier où Jean-Pierre, je ne sais pas si tu peux écrire un petit mot à Sarah pour lui dire qu'on est là sur Facebook. Et puis pendant ce temps-là, moi, je vais présenter Jean-Pierre comme il s'est présenté. Alors, voilà. Jean-Pierre Pérouma est québécois de souche depuis 6 ans. Il est né en France, a grandi dans les quartiers populaires, puis est arrivé à La Réunion, l'île natale de son père, au début de son adolescence. Il quitte La Réunion en 2014 pour s'installer à Rimouski et reprendre ses études. Travailleur social, enseignant, formateur, coach en développement organisationnel, il a été journaliste à Radio-Canada et chargé de cours. Aujourd'hui, il est intervenant de milieu et coach en développement organisationnel. Il est impliqué dans sa communauté, membre fondateur de Rimouski en transition, membre du Cible et du Parallœil, on va en parler un peu plus tard. Il a à cœur le développement du dialogue transculturel, l'identité. Son plaisir dans la vie, faire des rencontres, ça tombe bien, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, se joint à nous Sarah Charland-Fauché. Bonjour Sarah. Salut! Allô, Ça va Sarah? bien? Oui, ça va bien. Ouais, Vous content de te autres? voir. Ben oui, ça va très, très bien. Et je disais à Jean-Pierre que je me suis couché trop tard, mais j'avais rien de prévu ce matin, fait que j'ai fait la grasse matinée. Donc, un petit peu décalé dans ma journée, là. J'ai l'impression que je viens de prendre mon café, là, mais ça va très bien. Et toi, comment tu organises ta journée un peu imprévue? Ben là, il y a une petite fille qui dort pas vraiment encore en haut, mais Ouais. j'ai interdit de m'appeler. Oh non, oh non. Mais non, je dis pas ça comme ça. Là. J'ai juste dit, tu écoutes les consignes. Ouais, Mais elle a quel âge, ta petite? elle a eu 3 ans au début de l'automne. Ah oui, quand même, là. Ouais. Puis c'est ça, la garderie a fermé aujourd'hui, donc c'est beaucoup d'imprévus. Puis on peut-tu se dire qu'à 3 ans, dans 15 minutes, la consigne, là?
Dans 15 minutes? Dans 1 minute? C'est la Mais petite Sarah quand même. c'est qu'elle tu sais, elle est tellement mignonne puis adorable aussi, donc Ouais. c'est difficile, là. Elle a un charme incroyable, là. Jean-Pierre peut en témoigner. J'avoue. Ah, Elle fait ce qu'elle veut de moi, j'avoue. Elle l'a ok. appelé Jean-Pierre, elle l'a appelé grand-papa. Pour vrai? C'est donc bien cute. Ouais. Ah, wow, c'est le fun. Parce que vous vous voyez quand même souvent, vous travaillez ensemble. Ben, c'était parce qu'elle a non, ben oui et non, mais c'est parce qu'il a le même nom que son grand-papa. Ah, D'habitude, elle est ok. capable de faire la différence, mais là, je pense que oui, c'était un petit, elle tombe vite en amour avec les gens, là. Puis, ouais, Ouais. Ah, ils ont, c'est ils le ont bien fun. joué ensemble. Tu sais, aussitôt qu'on joue avec un enfant, Ouais, ah, ouais, ouais. un enfant Ouais. t'aime. Ouais. Moi, je Hey, la garde écoute, quand tu veux. excuse-moi, Jean-Pierre, pendant Allez. que Sarah est en attente, j'étais en train de présenter Jean-Pierre. Puis ce que je disais aux auditeurs, c'est que d'habitude, euh, c'est moi qui fais mes recherches, puis je crée une petite présentation, tu sais. Puis là, j'ai décidé de faire autrement, puis vous demander de vous présenter vous-même, tu sais, de m'écrire une phrase ou deux. Et je rappelais à l'ensemble des animateurs de ce monde partout sur la planète de ne jamais faire ça parce que c'est c'est un puits sans fond. Quelle difficulté on a à se dire quand même, hein? Quand même. Mais je vais le faire parce que à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que Sarah, elle savait pas trop, là, tu sais, puis on échangeait sur Messenger. D'ailleurs, je vous remercie pour ces échanges-là. Je pense que c'est la pré-entrevue la plus fun que j'ai eue depuis le début de ce projet-là. Vous m'avez fait tellement rire. Alors, voilà, je présente Sarah qui est présentée en fait par Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre qui a écrit un petit quelque chose, mais j'ai fait un mélange des deux, je pense, de ce que Sarah m'a envoyé et de ce que Jean-Pierre a écrit. Alors, voilà. Sarah Charland-Fauché, militante, internationaliste, féministe, écologiste qui n'aime pas les istes, indignée amoureuse, amie, maman, jardinière et coordonnatrice du Carrefour international Bas-Laurentien pour l'engagement social, le cible dont on a parlé dans les présentations de Jean-Pierre. Elle est née à Granby et n'est pas encore morte et c'est bien là un cadeau pour nous. Femme, femme engagée, sensible à la vie. Elle fait battre le cœur du cible et du monde. Réalisatrice de documentaires, conférencière, polyglotte, que ne sait-elle pas faire? Voilà pour la présentation de Sarah. C'est quand même pas mal, hein? Quand même, ça fait rougir. Ça fait rougir parce qu'il faut savoir que Jean-Pierre, quand on parle du cible, là, justement, là, c'est le Carrefour international Bas-Laurentien pour l'engagement social, cible qui est l'acronyme. Et puis, aujourd'hui, on a la coordonnatrice et le président, je crois, du CA, Jean-Pierre qui est président du CA. Donc, c'est comme ça que cette rencontre-là est née parce que moi, je m'intéressais à ce que Jean-Pierre écrivait tout simplement sur Facebook. Je voyais qu'il y avait des liens aussi avec la communauté de l'UQAR et puis je trouvais vraiment intéressant ses prises de position à Jean-Pierre. Puis quand je lui ai demandé qui il aimerait inviter, parce que c'est le principe du podcast, je demande à une première personne et cette personne-là me nomme une personne avec qui elle aimerait passer du temps. Ben, tout de go, Jean-Pierre dit, ben, Sarah. Et puis, nous voilà. Nous voilà. Fait que on s'installe tranquille, puis si la petite t'appelle, ben tu iras, puis tu l'amèneras avec nous, ou tu la mettras pas loin, ou je sais pas trop, là. Mais Tu y a veux pas que vraiment je l'amène, là, elle va te voler le show, puis elle va parler pendant 1 heure. aucun Elle problème. va nous raconter des histoires. Elle a des histoires fantastiques. Elle m'appelle d'ailleurs. Aucun problème. Elle t'appelle, là, déjà? Ah oui. Mais je vais la laisser parler. Ben oui, puis est-ce qu'elle peut descendre par elle-même? Oui, oui, oui. Oui, bon, ben Mais on voilà. espère qu'elle fera pas ça. Dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, elle viendra nous rejoindre. D'accord. Alors, ben, je sais pas trop par où commencer. Et, hier, Sarah me demandait, hier soir, tu sais, tu m'as envoyé des trucs en disant, je sais pas comment tu fais ta préparation. Bien étrangement, je me prépare le moins possible. Pour la simple et bonne raison que je veux pas me contaminer de ce que je pourrais entendre de l'extérieur, puis que cette rencontre-là, ben, c'est beaucoup plus une discussion comme on aurait dans le salon si on n'était pas sur des écrans. Et puis, où moi, je serais curieux de découvrir qui vous êtes. Alors, ben voilà. Je voulais savoir, on dit, Sarah, que tu es née à Granby. Est-ce que tu es restée là comme jusqu'à la fin de tes études ou? Je suis partie à 17 ans.
OK. pour aller étudier à Montréal. OK. En quoi? Je suis allée étudier au Cégep du Vieux-Montréal en sciences humaines. Il y avait un profil international, là. En fait, la seule raison pourquoi je suis allée là, c'était que ma mère était tannée, il fallait que je m'en aille. Mais, Ouais. mais non, c'est pas pour ça. Mais j'avais choisi parce que j'avais fait un stage au Nicaragua là, quand j'étais au OK. secondaire. Puis ça avait été clair après ce stage-là que je savais qu'au Cégep, il y avait des endroits où il y avait des programmes avec des stages. Puis j'ai pris le premier que j'ai attrapé, c'était le Cégep du Vieux-Montréal, qui avait un programme OK. qui permettait de faire un stage. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée là. J'ai trouvé une petite annonce dans le journal Voir, là. Puis avec un appart dans un centre-sud, c'était un méga clash, là, un taudis total, une fille qui cherchait une coloc, mais c'était juste à côté du Cégep du Vieux-Montréal. Fait que ouais, j'étais quand même dégourdie déjà là, à 17 ans de partir Ben oui. sans avec peu pas peu de support, mais dans le fond, l'habitude de faire les choses Ouais. extrêmement seule et comme moi, je fais ça, je m'en vais là, puis Ouais. mais c'est sûr que ça a été génial, cette arrivée-là. C'est les 2 plus belles années c'est encore, je pense, dans les 2 plus belles années de ma vie, mes 2 années au Cégep du Ah Vieux-Montréal. ouais. Quel cégep! Ah oui. Ben, j'allais dire, tu sais, aller étudier au Cégep de Montréal, au Cégep du Vieux en sciences humaines, c'est un peu antinomique, là, parce que en général, en sciences humaines, au Cégep, on est comme dans la cafétéria en bas, là, puis Préjugés, parce que le Cégep du Vieux-Montréal, en fait, c'est le meilleur programme de sciences humaines au Québec, ben selon oui, je moi. sais. Je Sûrement sais lui que tu avec fais des blagues. Maisonneuve, là, mais quel Ouais. professeur on a Ah eu. ouais. Tu sais, Ah tout ouais. le monde. En fait, mes amis de cette époque-là, hier, on se faisait un Zoom, puis tu sais, on est tous Ah dans ouais. notre programme, c'est mes meilleurs amis encore de vie, ça fait 20 Wow. ans. Puis il y en a une hier, tu sais, je les écoutais hier, on parlait de nos jobs, puis j'étais là comme, quelle cohorte, tu sais, quelle personne impliquée partout, ça a fait, là. Une amie qui est à Iqaluit, l'autre est prof à Toronto, l'autre est au ministère de l'Environnement à Ottawa, puis l'autre est à un organisme à Montréal de défense des droits humains. Là, elle travaille en appui au mouvement LGBT à Montréal, mais en Haïti aussi. En tout cas, tu sais, des personnes incroyables. Puis c'est ça que j'ai rencontré au Cégep du Vieux-Montréal. En fait, c'était enfin cette solitude-là que j'avais vécue à Granby, d'avoir juste quelques personnes. Tout d'un coup, je me rendais compte que wow, tu sais, il y avait des profs qui nous disaient qu'on pouvait changer le monde. Jamais personne m'avait dit ça avant. Puis ça m'a marqué. Je me rappelle exactement du professeur qui nous a dit « Vous êtes des acteurs de changement ». Puis tu sais, c'est même pas si beau, ni poétique, ni rien, mais ça m'a vraiment marqué parce que j'avais sûrement besoin de l'entendre, puis je sentais ça, mais ça avait jamais été nommé. Ça a été vraiment important les deux années au Cégep. Là. J'ai été impliquée comme jamais. Là. Souvent, je pose la question en début de podcast, tu sais, c'est quoi qui a allumé dans votre parcours de vie, votre désir de vous impliquer, tu sais, de votre engagement social? Ben, j'entends que même si c'était peut-être en toi avant d'aller au Cégep du Vieux, c'est vraiment là que ça a fait son éclosion, là. Ça a fait l'éclosion secondaire quand j'ai fait tout le stage au Nicaragua, mais c'est au Cégep du Vieux-Montréal que j'ai trouvé des pairs. Parce que tant que t'es plus tout seul de ta gang, c'est plus difficile. Tu n'as pas non plus de reflet de personne, donc ta construction identitaire est. Fait que de sortir, puis tout d'un coup là, d'arriver et de me rendre compte que ça existait. Une communauté, parce que c'est ça que j'avais découvert au Nicaragua, c'était une communauté, ce que je connaissais pas avant, là, cet esprit de groupe-là, une générosité vraiment incroyable. Puis là, au Vieux-Montréal, au Québec, je l'ai trouvé. Mais c'est sûr que c'est un tournant de par les professeurs, la diversité, les gens que j'ai trouvés là-bas. Moi, j'ai adoré mon court passage au Cégep du Vieux parce que moi, en effet, j'étais dans la cafétéria. Pas grand-chose. J'étais tellement pas prêt. Même pas au café étudiant, à la cafétéria, c'est ceux qui sont indifférents, qui sont là. Ouais. Cheap. Non, j'étais même pas au café étudiant. Je trouvais qu'il y avait trop de boucan parce qu'on avait le droit de fumer. Moi, je suis plus âgé que toi, là. Les gens avaient le droit de fumer, puis j'ai beau être fumeur, là, je m'en vante pas, on le disait en début de podcast, là. Mais je trouvais ça trop intense, là, le café et la musique dans le fond. Fait que non, j'étais pas là. Puis j'étais pas là en général à cette époque-là.
Ah, c'est le fun d'entendre ça. Ça me rappelle des beaux souvenirs, puis cette effervescence-là, tu sais, parce que moi, à 19 ans, j'ai fait le programme de Jeunesse Canada Monde avec, je sais pas si ça vous dit quelque chose, là, mais c'était un programme d'échange, puis moi, j'avais fait le programme avec le Mali. Puis c'est justement à cette époque-là que je me suis rendu compte que je tournais en rond au cégep, là, tu sais, puis j'avais besoin de vivre une expérience comme ça. Fait que peut-être si je l'avais vécu au secondaire 5 ou qu'il y avait eu ce genre de programme-là à l'école, je serais parti même plus tôt. Parce qu'en secondaire 5, en fait, moi, j'ai passé la moitié de l'année en Suède parce que mon papa, il travaillait là-bas. Donc, j'ai eu la chance, moi aussi, là, de voyager assez jeune. Alors, entre Puis Jeunesse voyageurs, Canada Monde, tu l'as fait au complet. Tu n'as pas oui, lâché. non, 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 j'ai pas lâché. Non, écoute, c'était tellement un beau programme. Là, la première moitié du programme, c'était ici au Québec. J'avais décidé de prendre le projet agricole parce que je savais que j'allais probablement jamais faire ça dans ma vie, mais que je voulais connaître c'était quoi la réalité de travailler sur une terre. Fait que j'ai été 4 mois ici au Québec à travailler à Saint-Jean-Chrysostome, au sud de Montréal, sur une ferme, avec le groupe du Mali qui était ici. Puis la deuxième portion du projet, c'est qu'on allait au Mali avec le même groupe et là, à ce moment-là, travailler dans le domaine agricole aussi, mais au Mali. Donc, j'ai battu du mille avec un bâton au rythme des champs, dans les champs. Puis à un moment donné, j'ai tellement un beau souvenir. Là. Je sais pas pourquoi je suis accroché à ce souvenir-là, mais j'ai eu un coup de chaleur à un moment donné, puis j'étais vraiment pas bien. Il faisait comme 47 degrés, là, quelque chose comme ça. Puis, fait que je me suis allongé, puis il y a quelqu'un qui est venu faire avec des hautes herbes. Il a attaché des hautes herbes autour de moi, autour de ma tête, pour me faire une petite hutte pour que je sois à l'ombre. Puis là, les chiens, parce qu'ils ont, tu sais, chaque personne dans le village a plusieurs chiens. Donc, quand ils se rencontrent plusieurs pour travailler sur la même terre, des fois, tu as une vingtaine de chiens qui sont là. Fait que là, j'avais toujours des chiens qui venaient me voir dans ma petite hutte. Ça a été, j'ai plein de flashs comme ça. Ça a été vraiment, vraiment une belle expérience de rencontre aussi. Vraiment, vraiment. Alors voilà, puis Jean-Pierre, de ton côté, tu es né en France. Tu es né en France à Paris ou... Non, moi je suis un régionaliste de naissance. Je suis né Yeah. dans l'est de la France, je suis né à Montbéliard. C'est proche, c'est collé à une ville qui s'appelle Sochaux. C'est une ville hyper industrielle où on fait des voitures qui s'appellent Peugeot. Ah oui. Le berceau de l'automobile française, un des berceaux, on va dire. Puis quartier multiculturel ou interculturel parce que après la Seconde Guerre mondiale, besoin de main-d'œuvre, on fait venir du monde d'un peu partout des colonies françaises. Puis on les met dans des quartiers, certains diront des ghettos, mais on ne va pas être déjà dans la polémique. Et j'arrive à... moi, je suis né à Montbéliard et puis j'ai grandi pendant 13 ans dans ce type de quartier où j'ai appris à parler arabe avec mes amis arabes. Où j'ai pratiqué le ramadan par solidarité avec mes amis. J'étais avec des amis qui étaient espagnols, portugais, de tous les pays d'Afrique, de la Réunion et puis du Maghreb. Donc, est-ce que tu étais dans ce qu'on appelle ou ce qu'on connaît comme les cités, mais on en parle plus autour de Paris, les cités, là, mais est-ce que c'était un peu ça? Ben nous, c'est ce qu'on appelle une ZUP, une zone urbaine prioritaire. Donc, c'est une zone où on a plus de personnes, entre guillemets, difficiles, hein, parce qu'on met des gens qui ont des précarités économiques dans les mêmes quartiers. Mais c'est pas aussi gros que les cités dont on parle en France. Nous, on était 5-6 immeubles. Puis on était à 5 minutes d'un grand bois. Donc, je passais mes étés dans le bois, à aller voler du blé d'Inde et puis faire du feu avec les amis, griller le blé d'Inde qu'on avait volé et puis c'est cool. à aller pêcher dans le fleuve qui était à côté. Donc, fait que c'est une zone urbaine, mais quand même proche de la nature, là, pas trop loin. On avait cette chance-là et puis j'ai pu apprendre quelques mots d'arabe. Forcément, tu apprends des jurons, comme tout le monde. Mais la phrase la plus importante en arabe, c'est « Youma atenirops », qui veut dire « Maman, donne-moi du pain », parce qu'une fois que tu as goûté à la galette algérienne, c'est quand même un des meilleurs pains que j'ai mangé à vie, là. Puis quand ça sent dans tout l'immeuble, au nez, tu sais où c'est que tu peux aller pour aller demander et puis frapper à la porte. Puis forcément, tu connais tout le monde parce que tu es là depuis ta naissance. Et puis tu frappes et tu dis Yuma Tenirops. Et forcément, tu vas être accueilli, emmené dans le salon, manger du pain, boire du thé. Enfin, c'est merveilleux. J'imagine qu'un immeuble comme ça crée une espèce de village. Là. Ouais. Puis il y a un village extrêmement
particulier. Moi, ma mère elle faisait des ménages à l'hôpital. Tu sais, elle a fini l'école à 14 ans parce qu'il fallait qu'elle aille travailler, parce qu'à son âge, quand elle est née à 14 ans, les femmes allaient travailler. C'était pas encore admis qu'elles aillent à l'école plus loin que ça, alors qu'elle était vraiment très très bonne à l'école. Puis pendant qu'on était dans ce quartier-là, mes parents se sont séparés. Ma mère a passé un concours pour entrer dans la police, puis elle était dans la police. Donc, et au-dessus de nous, on avait un des ennemis publics numéro 1 de la région parce qu'ils cambriolaient dans des banques. Puis juste en dessous, on avait les meilleurs voleurs de mobylettes. Les meilleurs voleurs de mobylettes en dessous. Aïe, aïe, aïe. La maman qui est policière au milieu. Et puis avec ça, tu as l'ennemi public numéro 1 qui est recherché par la police, qui va aider ta mère. Non, c'était celui qui habitait au-dessus. Moi, j'étais pas encore reconnu comme ennemi public. Quand même. Bien plus tard que c'est arrivé. Ben oui, ça prend un minimum de notoriété. J'ai fui mon pays depuis et puis j'essaye de me réfugier ici. Ouais, pour t'es cherché pour un vol de bonbons. Bon, j'allais te demander qu'est-ce qui t'a amené à Rimouski, là, je le sais maintenant. Là. Ouais, ça. Il fuit Interpol depuis 20 ans. Dans une semaine, j'aurais même pas eu le temps de baptiser ma nouvelle souffleuse que je vais déjà être pris par Interpol. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais c'est cool d'entendre ça. Écoute, parce que toi, t'es d'origine, t'es réunionnais d'origine de ton père, du côté de ton père, puis ta mère, elle, est de où? Elle est française, elle est née dans l'Est de la France, dans les années 45, juste à la sortie de la guerre. Elle va pas connaître son père, on ne sait pas qui c'est. Enfin, on a on a toujours des secrets de famille qui sont sus par certains et puis qui t'arrivent par la bande. Et donc, elle connaîtra pas son père. Les conditions de sa naissance font que sa mère va être ostracisée et mise de côté, donc elle connaîtra pas vraiment sa mère non plus. Donc, elle va vivre toute son enfance, son adolescence avec sa grand-mère maternelle. Et puis, je pense qu'elle verra sa mère une fois quand elle aura 16 ans, puis après un peu plus tard. Là. Donc, ça a été une vie pas facile pour elle. Puis mon père, originaire de La Réunion, le dernier d'une famille de 14 enfants, presque tous issus de pères différents, parce que ce qu'on appelle la dispaternité en France, enfin à La Réunion, existait aussi à l'époque. Donc, des pères migrants, on va dire. Puis lui, une enfance pas facile, il a été pris par l'aide sociale à l'enfance, qui est un peu la DPJ chez nous. Il est allé pendant quelques temps à l'APK, c'est l'Association pour l'enfance coupable et abandonnée. Donc, on essayait de les mettre ça dans s'appelle des comme ça, pour vrai? Ben oui, moi aussi, j'ai fait le saut. L'enfance coupable? Et abandonnée. T'es coupable d'être abandonné. Ben voyons donc. C'est étrange comme mot. Ben abandonné, ok, c'est pas, mais coupable. Mais coupable de quoi? C'est une condition de précarité qui font qu'à un moment, quand tu es dans les années 70 à La Réunion, tu es encore presque au Québec des années 1900 quelque part. Tu sais, il n'y a pas toujours de l'eau dans les maisons, pas d'électricité. Il y en a encore qui vivent dans des maisons en torchis ou alors en tôle, dans des conditions sanitaires assez précaires. Donc, on va placer une partie des enfants pour ces raisons-là. Donc, ils sont coupables de vivre dans des situations économiques qui sont défavorables, en fait. Wow. Mais tu trouves-tu que c'est comme peut-être une mauvaise traduction? Comme des... Non, c'était vraiment ça le mot. Moi, sans avoir connu les pensionnats autochtones, puis sans vouloir faire le parallèle, puis s'accrocher à ça, mais je trouve qu'il y a une espèce de parallèle entre les deux. Tu sais, c'était quand même comme une maison de redressement, tu n'avais pas le droit de parler ta langue d'origine, on essayait de faire une espèce de réhabilitation des jeunes. Quand tu avais mal agi ou pas agi en fonction du cadre, tu pouvais te retrouver au cachot. Donc mon père a été plusieurs fois au cachot parce qu'il était apparemment assez affirmé dans sa personnalité. Donc c'est ça. Donc c'est le colonialisme intra-France. Je m'excuse, ben oui, vas-y, Sarah. Vas-y, Sarah. Embrasse Amaya pour nous. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est le colonialisme intra-français de l'époque, là. C'est-à-dire qu'on est en train... Ben, tu faisais le lien avec les pensionnats, moi je le trouve quand même pas mal, là, où on voulait tuer l'Indien dans l'Indien. Ben là, on veut tuer le Réunionnais ou peu importe d'où on vient pour en faire un bon petit Français. Hein? C'était encore ça. Oui, c'est ça. Et puis après, une fois que tu sors de là, ben, tu peux retourner dans ta famille si tu as moins de 18 ans. Puis quand tu as 18 ans, ben, il va falloir que tu te débrouilles. Par tes propres moyens. Puis là, on offrait des programmes qui s'appelaient, par exemple, le BUMIDOM, le Bureau de migration des départements d'outre-mer.
qui t'offrait d'aller te former en France, puis ensuite de revenir à La Réunion pour travailler. Sauf qu'on oubliait de lire le petit astérix qu'il y a souvent à côté de ces phrases principales là. Puis en fait, tu vas te former en France, mais sur des métiers qui n'existent pas à La Réunion. Donc, si tu veux revenir, tu n'auras pas d'emploi, ton expérience ne sera pas valorisée, etc. Clancy en avait parlé, Clancy Rennie, dans un autre podcast, exactement de la même chose, là, où il y avait de la formation qui était donnée qui n'avait aucun sens pour la réalité du milieu. Là, tu sais. Exact. Ce qui fait qu'il est resté en France, puis qu'il a rencontré ma mère. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Donc, toi, tu es né d'une fratrie de combien d'enfants? Alors, 4 enfants de entre guillemets, de cette union légitime. Et puis, j'ai quelque chose comme 2 frères, ou un frère, une sœur, issus d'une autre union, entre guillemets, de mon père quand il était encore en couple avec ma mère, de ce que j'ai compris. Mais là aussi, tu sais, ça fait partie des secrets de famille dont on parle pas. Et puis, le fait d'avoir travaillé à Radio-Canada fait qu'un des deux a pris contact avec moi il y a quelques années. Donc, on est en contact de temps en temps. On se parle. Avec ton demi-frère, là. Exact. Ah, wow, c'est donc mais hot, ça. Ah, ouais, puis ça s'est bien passé, cette retrouvaille-là? Très intéressant. Puis moi, tu sais, comme j'aime rencontrer du monde, j'ai pas d'a priori sur un lien de fraternité, de filiation ou autre. C'est pas ça qui va prédominer dans la relation à l'autre. Ce qui prédomine, c'est est-ce qu'on est capable de créer du lien et puis est-ce que ce lien est chaleureux. C'est ça qui m'intéresse le plus. Puis donc, tu as grandi avec 4 autres frères, sœurs? 3 frères. 3 frères, OK. Je suis le deuxième. OK. Donc, tous des garçons. Tous des garçons, élevés par une maman toute seule, parce que mon père est parti quand j'avais 8 ans à peu près. Tous des garçons élevés par une maman policière seule, avec l'ennemi numéro 1 en haut et le voleur de mobilette en bas. Présidente de syndicat. Ah ouais, fait que ta maman, elle devait avoir quand même de la poigne, comme on dit, là, pour tenir le fort, là, tu sais, pour garder tout ça cohérent et fonctionnel, là. Exact. Le genre de personne où tu préfères te ramasser une claque que d'avoir 5 minutes de discussion avec elle quand elle est en colère. Ouais. Les mots qui assassinent, elle est capable. Ah ouais. Puis qu'est-ce qui t'a amené, parce que t'es parti à... Bon, t'es été en France jusqu'à l'âge de 13 ans, puis là, t'es parti à cet âge-là à La Réunion. Qu'est-ce qui t'a envoyé là? Est-ce que t'es parti seul? C'était quoi ce choix-là? Non, en fait, mes parents sont séparés donc dans les années 82, à peu près, 82, 84. Ma mère étant fonctionnaire de police, elle avait la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des mutations, donc changer de lieu d'affectation. Elle a demandé La Réunion, parce que ses enfants étaient originaires pour partie de La Réunion. Ça nous permettait à nous de pouvoir connecter avec notre île natale. Puis je vais refaire du pouce sur ce que disaient Clancy et Cyril dans le podcast. Comme Cyril, La Réunion n'existait pas à la maison quand on était en France. On savait qu'elle existait, on avait des disques qui existaient, etc. Ma mère en passait quelques-uns les fins de semaine, mais mon père nous interdisait de parler créole, il ne parlait jamais de La Réunion. C'est jamais lui qui nous a parlé de l'île, en fait. Et puis moi, j'ai appris La Réunion quand j'étais en France en ouvrant les livres d'histoire, les dictionnaires. À l'époque, on n'avait pas encore Internet. Et puis c'est là aussi que tu t'imprègnes de l'histoire coloniale, hein, et puis tu te crées une espèce d'archétype de ce que peut être cette île. Et puis quand tu y arrives, c'est totalement différent. Tu as un vrai choc culturel. Donc on est arrivé en 87 parce que ma mère a eu sa mutation. Et puis on est allé dans l'est de l'île pendant une année, Brapanon, qui est le village natal de mon père. Et puis après, on a été à Saint-Denis de La Réunion, qui est la capitale. Très connu à La Réunion pour avoir été le lieu d'émeutes urbaines il y a quelques années de cela. Ouais. Mais là, je fais une petite... juste pour bien comprendre, là, tes parents se séparent quand vous êtes en France. Tu pars avec ta mère et tes frères vers La Réunion. Oui. Mais ton père, lui, il quitte pas la France. Non. À partir du moment où ils se sont séparés, on n'a presque pas eu de lien avec mon père. C'était là aussi, je pense, mes frères auraient sûrement une autre vision que moi. Moi, la mienne est un peu différente, puis tant mieux. Moi, je pense qu'on est avec une dispaternité presque systémique, dans le sens où... et là, Qu'est-ce que tu entends par
j'aime Une dyspaternité systémique. Dyspaternité systémique. Allez, ouais. je veux comprendre ça, là. C'est quelque part, moi, c'est comme ça que je le vois, je le vis, je l'interprète de mon expérience et puis au travers des études que j'ai faites par la suite, c'est que le colonialisme et puis l'esclavage ont imprégné quelque chose de particulier dans la psyché des gens racisés et noirs. L'homme et la femme, en tant qu'esclaves, étaient considérés comme des objets. Ils n'avaient pas d'âme, on pouvait les vendre, ils étaient corvéables, etc., etc. Et puis, quand une femme enfantait d'un homme esclave, l'enfant était supposé appartenir au maître. Donc, le lien de filiation n'était pas évident avec le père, tel qu'on peut le connaître. Il était rattaché à l'objet qui appartient au maître. Donc, l'homme, quelque part, existait sans exister. Il existait un peu comme un procréateur, sans vouloir... Voilà. Et puis, je pense que ça s'est aussi inscrit dans la logique presque ou la psyché, le fonctionnement de certains pères à La Réunion. Quelle est leur place, à quoi ils servent, etc. Et puis, je pense que mon père est un héritier de ça, dans le sens où je pense qu'il n'était pas fait pour être père quelque part. Je pense qu'il a essayé de l'être, c'est important, etc. Puis il a essayé comme il a pu, avec beaucoup de maladresse, parfois un peu de violence et d'excès, mais ça, c'est aussi, je pense, héritier du colonialisme. Et ce qui fait qu'on a très peu eu de liens par la suite. Moi, la dernière fois que je l'ai vu réellement, physiquement, ça doit faire plus de 25 ou 30 ans, je pense. Écoute, moi, ça me touche énormément, cette histoire-là, parce que je me demande, puis je ne sais pas si tu as une réponse à ça, Jean-Pierre, mais je me demande à quel point cette dyspaternité systémique-là, issue du fonctionnement colonialiste, si elle n'est pas aussi sa résonance, même chez les personnes non racisées. Je pense qu'il y a quelque chose là-dessus. Il y a un magnifique... Parce que quand on regarde la paternité, moi, je peux juste te parler du Québec, là, tu sais, mais je trouve que même ici au Québec, il y a cette notion-là. En tout cas, elle est en transformation, grande transformation, là, depuis, je dirais, 2 générations, peut-être 1 ou 2 générations. Mais il y a encore 50 ans, l'homme pourvoyeur est simplement celui qui fait des bébés et puis qui prend ne serait-ce que l'archétype qu'on retrouve dans les filles de Caleb, là, pour ceux qui ont déjà vu ça, cet archétype-là de l'amoureux qui retourne dans le bois, qui fait des enfants, puis qui retourne dans le bois, puis qu'il revient à la maison que pour faire des enfants pendant quelques semaines, se reposer, puis retourner au travail. Je trouve qu'on a encore des résidus de ça qui chez moi, résonnent dans ton histoire, mais dans ton histoire dans un contexte colonialiste. Là. Puis moi, ça me fait penser à Père manquant, fils manqué, que sont les hommes devenus de Guy Corneau. Moi, c'était le livre sur lequel je m'étais un peu appuyé pour faire mon premier travail de recherche quand j'étais en travail social. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, oui. Je pense qu'à un moment, on a surinvesti la fonction économique de l'homme, il y a quelques temps, puis qu'on a réduit sa fonction. Je pense que quand on regarde dans l'histoire, les relations hommes-femmes étaient vraiment différentes. Maintenant, on sait avec les personnes qui étudient la préhistoire que les femmes étaient beaucoup plus présentes. C'est sûrement elles qui ont peint les grottes de Lascaux, elles participaient à la chasse, elles ont une intelligence collective qui est beaucoup plus fine que celle des hommes, elles distinguent mieux les couleurs aussi pour ça, etc., etc. Puis je pense qu'on a un modèle patriarcal qui s'est imposé petit à petit, où l'homme a pris une place importante et puis qui s'est réduite à une fonction de conquérir, dominer le monde un peu, son espace. Un peu pas mal, oui. Investir beaucoup la fonction économique et désinvestir la fonction familiale, sociale, culturelle. Sociale, amoureuse, culturelle. C'est aussi pour ça que les femmes portent le monde depuis si longtemps, en fait. Je pense que c'est elles qui vont le porter encore. Malheureusement, on ne fait pas grand-chose pour les aider. Et Sarah qui est revenue au moment où on parle des femmes porteuses du monde, quand même. Alors qu'elle arrive de s'occuper de sa petite fille de 3 ans. Et Sarah, on était en train de discuter, puis c'est jamais mauvais de se recadrer, même pour nos auditeurs là, qui des fois font autre chose en même temps. C'est qu'on discutait un petit peu du parcours de Jean-Pierre, ce qui l'a amené à retourner à La Réunion. Puis on parlait
dyspaternité systémique. Donc, de l'impact qu'a eu le colonialisme sur la perception des pères dans leur relation à leurs enfants. Puis moi, je faisais le parallèle, en fait, avec une certaine forme de colonialisme aussi. Ben, pas une certaine forme, du colonialisme au Québec, où les hommes aussi ont été instrumentalisés par le clergé, entre autres, là, pour aller défricher des terres, pour aller être bûcheron, donc pour avoir une fonction vraiment économique, justement, comme le disait Jean-Pierre. Et ça a encore ses échos aujourd'hui, de moins en moins. Là. Il y a eu beaucoup de changements dans les 2 dernières générations, mais on le voit encore. Sarah, là, on était rendu au cégep. On était rendu au cégep, puis après ça, on va faire une petite pause. Du cégep, où là, pour toi, ben, tu l'as dit déjà, ton engagement social, ton désir ce que j'entends, moi, parce que quand on décide d'aller voyager en secondaire 5, c'est déjà qu'on a une fibre de vouloir connaître l'autre, de vouloir sortir un petit peu de ces constructions sociales, tu sais, puis d'aller les élargir pour se laisser contaminer positivement par le restant du monde. Puis après le cégep, comment ça se passe pour toi? Est-ce que à ce moment-là, directement, tu poursuis vers des études universitaires? Non, c'était déjà clair pendant mon cégep que j'allais prendre une pause après parce que je voulais traverser l'Amérique latine, justement. J'avais pas lu Journal à motocyclette là, de Che Guevara, je l'ai lu après, Okay. mais ça ressemblait un peu dans mes motivations puis comment ça s'est passé. Mais quand j'étais justement au cégep du Vieux-Montréal, on était dans le temps du Sommet des Amériques. Tu sais, j'avais déjà été, moi, c'est secondaire 3, mon stage au Nicaragua, puis c'était des gens qui étaient de la théologie de la libération. Fait que, tu sais, déjà à 14 ans, on m'avait expliqué c'était quoi le Fonds monétaire international, c'était quoi la Banque mondiale, déjà un peu de libre-échange. Puis là, j'arrive au cégep, c'est le Sommet des Amériques qui visait, dans le fond, la zone de libre-échange des Amériques, là, la ZLEA. Puis cette rencontre-là allait se faire à Québec. Il y a eu beaucoup de pré-rencontres. Ça m'a permis de rencontrer des leaders. Est-ce que vous entendez crier ou non? Oui. Avec mes écouteurs, je l'entends moins. Je vais peser plus fort dessus. Non, mais à peine, là, mais c'est parce que tu le dis là, que j'ai porté attention. Non, c'est pas trop dérangeant. Okay. Ben, parce qu'elle m'a dit qu'il fallait qu'elle vive sa peine. Fait que là, elle vit sa peine, mais c'est pour ça que je vais pas aller. Là. Elle va vivre sa peine, puis elle va s'endormir. Bon. Parce que je m'ennuie de maman. Donc, ça me permet de rencontrer à ce moment-là justement des leaders étudiants du Mexique. Pendant ces années-là, je vais aussi aller grâce à Alternative à une rencontre contre la zone de libre-échange à Cuba. Puis là, à Cuba, ben là, l'Amérique latine est là au complet. Cuba était le seul pays qui s'opposait. En fait, il ne faisait pas juste s'opposer, il était même pas inclus dans les discussions. Donc, d'où la rencontre là. Fait que là, c'est encore plus incroyable que juste mon arrivée au Vieux-Montréal. Là, j'arrive dans une rencontre internationale où là, je découvre les mouvements étudiants, paysans à Cuba, dans le fond. Fait que ça a eu beaucoup d'impact. Puis quand j'ai fini mon cégep, ben, j'avais déjà quand même assez de contacts pour me dire bon ben moi je veux partir. Fait que j'ai eu mes 15 ans au Nicaragua, puis j'ai eu mes 18 ans au Mexique, puis j'ai eu mes 20 ans en Colombie. Wow. Ouais. Puis c'est ça. Fait que là, je suis descendue, là, je suis partie aux États-Unis, j'ai fait presque tout le Mexique sur le pouce. Toute seule là, comme femme. Fait que tu sais, les réflexions féministes sont arrivées déjà tôt, mais c'était comme pour moi je sais pas comment dire ça. Des fois, quand je me sers tellement que ma fille va jamais vouloir faire quelque chose comme ça, je me demande comment ma mère a fait. Parce que là, il faut se rappeler là, qu'il n'y a pas Internet et de cellulaire. Là. Moi, je voyageais pas de téléphone. Puis l'Internet, il y avait des cafés Internet. Donc, c'était à l'occasion, là, peut-être aux 2 semaines, j'allais dans un café Internet dire que j'étais encore en vie. Donc, je salue les nerfs d'acier de ma mère, là. Mais mon père aussi, là. Mais on se parlait moins parce que justement, lui a trouvé ça très difficile. Il voulait pas que je fasse ça, donc ça l'a comme coupé la relation à ce moment-là. Mais c'est sûr que ce voyage-là va transformer ma vie parce que là, je me suis retrouvée justement
dans des communautés au Mexique, un peu partout. Tu sais, tantôt, je m'habillais, puis j'ai mis ces boucles d'oreilles-là, puis ces boucles d'oreilles-là, c'est la sœur d'amis, trois amis, trois frères qui ont été emprisonnés au Mexique, prisonniers politiques, pour des choses qu'ils n'avaient pas commis. Fait que quand je suis rentrée à Montréal, ben, j'avais fondé le comité pour la libération des prisonniers politiques au Mexique. Pendant des années, on a mené ça. Fait que, tu sais, pour moi, à chaque fois qu'il y a une rencontre, en fait, des fois, c'est un peu pour ça que je pensais à toi, Jean-Pierre, hier. Je vais faire un peu de coq à l'âne, mais je pensais à Jean-Pierre à des discriminations qu'il a vécues récemment. Puis j'ai à peine posé des questions sur ça. On n'en a pas parlé encore, puis je veux qu'on prenne le temps d'en parler. Mais il y a un moment où des fois, je veux pas trop rentrer dans la discussion parce que s'il me les raconte, moi, j'ai comme un aimant, tu sais, je vais pas rester juste où, tu sais, ben, des fois, oui, là, je peux juste écouter puis je vois bien que je peux rien faire, mais, fait que c'est un peu ça dans ce voyage-là aussi, toutes les rencontres qui ont été faites. Je m'étais tellement fait dire aussi au Nicaragua un peu vous dites que vous allez pas nous oublier, mais vous allez le faire. Parce que, tu sais, avant nous, qui sont allés au Nicaragua en 98, il y avait déjà des milliers de jeunes qui avaient passé là. Aujourd'hui, c'est plus que 5000 jeunes Québécois qui sont allés dans cette communauté-là au Nicaragua. Puis la majorité sont plus en lien, là. Moi, dans mon groupe, je suis la seule qui est encore en lien avec ma famille, la famille qui m'a hébergée au Nicaragua. Fait que c'est... après, presque toutes mes luttes, mes campagnes, les choses que j'ai organisées ont été en lien avec les personnes avec qui j'étais entrée en relation, puis duquel je me disais, ben si moi si moi qui ont connu, je fais rien, ben imagine ceux qui n'ont pas connu ou ceux avec qui n'ont pas eu de relation. Puis j'appelais pas ça des privilèges à l'époque. C'est très récent dans le vocabulaire, le mot privilège, mais je voyais bien que j'avais une capacité de pouvoir mobiliser, que ça soit au niveau politique ou au niveau économique. Fait que ce voyage-là, finalement, je ne vais pas me rendre jusqu'en Argentine. Je vais me rendre... je me suis fatiguée avant, là. J'ai traversé toute l'Amérique centrale. J'épargne c'est tellement plein d'histoires incroyables, tout ce voyage-là. Juste traversant entre le Panama puis la Colombie, il n'y a pas de route. Fait que je me suis retrouvée, j'ai fait du pouce de bateau. Wow. Je me suis retrouvée sur un bateau dans les îles Kuna. Les Kuna, ils font entre autres de ce type d'artisanat-là. Les Kuna, ils ont été chassés par la colonisation espagnole des terres, en fait, puis ils se sont appropriés les archipels de San Blas, c'est 365 îles, il y en a à peu près 85 d'habités. Puis le bateau colombien, dans le fond, leur troquait de la marchandise contre des noix de coco parce qu'il n'y a pas d'argent qui circule. Donc, on arrêtait sur chaque île. Eux, ils leur apportaient des casseroles, des vêtements américains, toutes sortes de choses. Puis les Kuna leur payaient en noix de coco, puis on remplissait la cale du bateau de noix de coco. Ben moi, je faisais rien, là, je me la coulais douce en mangeant du bon poisson de toutes les couleurs. Ouais, fait que tu sais, j'étais avec 9 hommes en mer pendant 10 jours. Wow. Tu sais, faut être un peu crackpot. puis avoir du caractère. Il y a peut-être, je sais pas, moi, tu sais, il paraît que les arbres se parlent, tu sais, entre eux. Il y a peut-être eu une connexion entre toi et la maman policière de Jean-Pierre qui devait gérer 4 garçons avec les criminels en haut puis en bas, là. Avec cette force de caractère-là. Cette force de caractère-là du féminin, peut-être qu'elle vient justement de cette histoire-là dont on parlait, tu sais, de comment nos rôles masculins et féminins ont été définis un peu par rapport au colonialisme puis à nos histoires, puis comment, tu sais, je regarde ma fille, elle a du caractère, là, je veux dire, elle a 16 ans, mais depuis, je te dirais qu'elle a 12 ans, même avant, là, quand elle était tout petite, là, tu sais, si elle avait une colère ou quelque chose qu'elle voulait puis que je refusais, elle m'envoyait des flèches avec ses yeux, tu sais, même à 4-5 ans, là, puis c'était comme, wow, là, je peux rien faire d'autre que d'attendre qu'elle soit plus fâchée, puis parce que pour elle, quand elle a une conviction, c'est une conviction, puis ça vient de son âme, puis même quand elle était tout petite, là, c'était quelque chose que je voyais qui était imperturbable, puis que ça me donnait absolument rien d'essayer de m'ostiner avec elle sur un truc qu'elle allait pas lâcher le morceau. Puis toi, tu le nommes, en tout cas, je l'entends comme ça, Sarah. Puis là, on va aller prendre une petite pause, mais je termine là-dessus, que c'est en lien avec l'autre. C'est dans ta relation avec l'autre où ton engagement prend naissance. Tu sais, tu parlais
de Jean-Pierre puis de ce qu'il a vécu dernièrement, ça allume quelque chose en toi de l'injustice qui a besoin d'être réparée parce qu'il y a cette relation-là à l'autre, là, tu sais, où que tu reconnais la qualité de l'autre personne. Puis il y a le côté social, mais il y a le côté relationnel aussi. Hein. Oui, ben comme en fait, tu sais, il y a un petit renard en arrière de moi qui prend presque pas de place, que je peux me faire des oreilles avec. Mais c'est drôle parce que c'était pas prévu, là, tu m'amènes là rapidement, mais une grosse influence, là, une des premières c'est Le Petit Prince. Le Petit Prince a été extrêmement important. Là, je dis le renard, pour ceux qui n'ont pas lu Le Petit Prince, le renard est très important dans Le Petit Prince. Il y a plein de phrases qui m'ont marqué. Ma mère nous faisait écouter ça sur une cassette. Je l'ai écouté, je sais des passages par cœur. Là. Puis, il dit, on ne connaît bien que ce qu'on apprivoise. Ça m'a marqué, mais après, surtout, à la fin de leur relation, il dit, on est responsable pour toujours de ce qu'on a apprivoisé. Puis moi, ça m'a brainwashé comme la Bible a brainwashé d'autres mondes. Là. Ça a été ma Bible. De toute façon, je dis ça de façon positive et négative. Je pense que c'était très fort pour mon âge quand même, parce que je le porte encore, ça. Puis ça me fait vivre toutes sortes de situations aussi des fois difficiles parce que la plupart des gens ils n'ont pas cette loyauté-là que j'appelle loyauté, pas d'une façon comme que j'étais extraordinaire d'avoir cette loyauté-là, mais j'ai été très petite comme imprégnée de ça. On est responsable de ce qu'on apprivoise. Puis pour moi, c'était la vérité absolue. Fait que c'est comme ça aussi qu'après, ça s'est appliqué dans mes relations, mes rencontres. Si on prend le temps de se connaître puis s'apprivoiser, je vais jamais te laisser tomber du mieux que je peux faire dans mes conditions matérielles et de temps et tout. Là. Ça, mais c'est... j'entends bien. Hey, écoutez, on va se prendre une petite pause. Ça signifie créer des liens. Qu'est-ce que tu dis, Jean-Pierre? Je dis apprivoiser, ça signifie créer des liens. Exactement, c'est ça qu'il dit. C'est beau, mon Dieu, que c'est beau. Mon livre préféré. Pour vrai? Le stock commun, mon Dieu, encore d'autres choses. Ah oui, c'est le livre probablement l'un des livres les plus marquants de ma vie. On se laisse quelques minutes sur ce passage de Saint-Exupéry avec le renard que je trouve magnifique, l'apprivoisement et la responsabilité de l'apprivoisement. Donc, on se prend une petite pause, restez là, on revient. Merci. Ah, ben voilà, nous revoilà au podcast. Désolé, j'avais pas allumé mon micro. Patrick La Jeunesse au micro. Épisode 19 avec Jean-Pierre Pérouma et Sarah Charland-Fauché. Jean-Pierre, si tu le permets, je vais nous passer, pendant que Sarah s'occupe de sa mignonne petite fille qui va sûrement s'endormir bientôt parce que là, elle avait l'air vraiment fatiguée. Je vais nous mettre une petite publicité pour nos auditeurs de la radio pour qu'ils puissent entendre ça. Et puis, je les invite, dans le fond, tiens, je dis rien, je nous pars ça. Voilà. Salut, j'ai un ami qui me dit que je n'étais pas assez vendeur. 3 piastres, 4 podcasts, 6 heures de contenu. Pense-y, là. OK, ton plombier à 75 $ de l'heure qui vient chez vous parce que tu as un gros problème de toilette, il passe 6 heures chez vous. Ça te coûte 450 $. Mais moi, dire au podcast, on en débouche des affaires pour pas mal moins cher. Non, l'exemple avec les toilettes, là. Pas pour te culpabiliser, là. On est en 2020, tu sais pas encore comment fonctionne une carte de crédit, PayPal, c'est compliqué, tout ça. Ben, je vais le mettre gratuitement sur YouTube, juste pour toi, puis c'est pour Spotify. Balado Québec, n'importe où. Google ça, podcast. Pas sentir le monde coupable, les gens y aiment pas ça. Quand même besoin un petit peu d'argent. Crissement passif-agressif dans ton message, mon gars. Ne suis qu'amour. C'est un podcast, tu peux le télécharger, l'écouter en auto vers la Gaspésie où tu vas laisser tes déchets. Fais du name dropping, ça marche. David Coudreau, Boucard Diouf, Boris Cyrulnik. 3 piastres, 4 podcasts. Je devrais faire des jeux de mots. Les gens ils aiment ça, là, les jeux de mots. Le podcast, c'est de l'art. C'est pour ça que j'ai un foulard. C'est 3 $. 3 piastres, 4 podcasts. Bon, voilà. C'était ma petite publicité. Et puis, tant qu'à faire du name dropping, je pense que quand je vais refaire une publicité, je vais name dropper Jean-Pierre Pérouma et Sarah Charland-Fauché. Ils ont des parcours magnifiques. Vraiment content de faire votre découverte. Sarah, Lébine, que je suis impressionné par ses voyages-là, aussi jeune, son engagement aussi jeune.
ça me fait penser, tu sais, parce que moi, je regarde mes enfants, puis pas seulement que les miens, mais tu sais, je regarde les jeunes de la génération aujourd'hui qui sont nés avec un iPod dans les mains, là. Cet engagement-là, puis pourtant, ils ont un accès maintenant à l'information comme ils ne l'ont jamais eu. Mais on dirait que l'engagement social, ben, en tout cas, j'espère, ça se passe moins chez nous, mais j'espère que ça se passe chez les jeunes aussi, qu'il y a des jeunes aussi allumés puis qui vont être inspirés. Moi, j'ai envie de faire écouter ce podcast-là à mes enfants. Je sais que pour eux, c'est pas tant intéressant, là, ils sont pas dans cet univers-là, mes enfants, c'est soit les jeux ou la danse ou les arts. Ma fille est très artistique. Je pense que ça va être sa voie de passage vers peut-être son engagement plus social éventuellement. Là, mais j'aimerais ça lui faire particulièrement écouter à ma fille parce que je trouve que le parcours de Sarah est super inspirant. Alors, la revoilà. Elle remet son casque et elle est avec nous. Rebonjour, Sarah. Alors, est-ce qu'elle s'est endormie comme... Ah non! Non, mais là, elle a accepté elle va lire des livres, et elle m'a dit, chante encore une berceuse. Fait que j'ai commencé, puis j'avais même pas fini, elle était là, bon travail. Good job. Vous pouvez disposer. Mais, Oui. ouais, mais quand tu parlais de ta fille tantôt, là, je veux dire, je sais ce qui m'attend, parce que ça veut pas dire qu'on a des enfants qui nous ressemblent. Je le savais pas, mais je suis bien partie pour en avoir une qui me ressemble. Ben oui, tu sais, puis beaucoup, là, c'est drôle que tu dises ça parce que juste comme tu remettais ton casque, je parlais de ma fille puis je disais que j'aimerais ça qu'elle ait vraiment deux oreilles, là, c'est drôle. Je disais que j'aimerais ça que ma fille voit ce podcast-là puis qu'elle t'entende parce que je trouve que ton parcours est hyper inspirant puis là, elle est à l'âge où elle est en train de se chercher un peu, c'est en secondaire 5 puis début de cégep l'année prochaine. Mais tu sais, on vit dans un petit village, nous, depuis toujours. Ben, les enfants, moi, je suis de Montréal, mais les enfants sont nés ici. Fait que, tu sais, ils connaissent, un peu comme toi quand tu étais à Granby, tu sais, ils connaissent leur milieu, mais j'ai hâte de les envoyer dans le monde. Mais je veux qu'ils reviennent, par exemple. Je vais être comme ton père, là. Si elle s'en va à l'autre bout du monde, je vais être super inquiet. Elle va m'envoyer promener, puis ça va être bien correct. Alors, voilà. Là, j'aimerais ça, peut-être qu'on... Ben, Jean-Pierre, je trouvais ça intéressant. On était à la réunion, tu sais, puis tu parlais un petit peu du contexte d'études, puis tout ça. Donc, tu es resté là jusqu'à de 13 ans à quel âge? Ah, je t'entends pas, Jean-Pierre. Peut-être que ton casque est débranché. Non, on t'entend pas. Ben écoute, regarde ça. Pourtant, ton micro ici dans le direct est activé. Non, on t'entend pas. Écoute, c'est pas bien grave, c'est des choses qui arrivent. Prends le temps de voir qu'est-ce qui se passe. Puis je vais donc me retourner vers... de toute façon, le récit était bien entamé, Sarah. Je trouvais ça vraiment passionnant. Donc, le cégep, puis après ça, ce grand voyage-là qui t'a permis de vraiment découvrir le monde, particulièrement de l'Amérique du Sud, de l'Amérique latine. Est-ce qu'il y avait une raison? Ben, là, tu as parlé du contexte puis du fait que ce qui t'amène, dans le fond, à ton engagement, c'est les gens que tu rencontres, leur histoire, les injustices qui sont vécues à travers cette histoire-là, puis le désir de t'impliquer. Mais est-ce qu'il y a eu un déclencheur pour l'Amérique du Sud plus que le Japon ou l'Afrique? Ben, j'étais allée au Nicaragua quand j'avais, c'est ça, à 15 ans, 14-15 ans. Fait que j'avais appris l'espagnol à ce moment-là. Après, avec le stage de Optimonde au Cégep du Vieux-Montréal, on allait dans une communauté mixtèque. C'est dans la région de Oaxaca, au Mexique. Donc, puis dans cette année-là que j'étais au Cégep, je suis allée aussi au Mexique pour une rencontre internationale où j'étais allée faire de Mexique, Guatemala, Salvador. On était allé dans une rencontre contre les interventions militaires des États-Unis en Amérique centrale. Dans ce temps-là, la FARC n'était pas encore déclarée groupe terroriste. Fait que la FARC, qui est une des plus vieilles guerrières au monde, était présente. Ils vendaient des casquettes et des t-shirts. Fait que je me suis retrouvée dans des lieux totalement incroyables, très jeune, que tu sais, des fois tu te dis comment ça, mais par ces rencontres-là, dans le fond, par les étudiants mexicains que j'avais rencontrés à la base à Montréal, parce qu'on était, comme je disais tantôt, dans les mobilisations contre la zone de libre-échange des Amériques. C'est intéressant parce qu'en même temps, on s'opposait à la mondialisation des marchés,
Mais tu sais, sans cette mondialisation aussi là des échanges entre nous, on se serait jamais connus, puis j'aurais pas vécu toutes ces choses-là incroyables. Mais l'Amérique latine, oui, a été un grand coup de cœur là. Puis j'ai eu l'opportunité d'aller aussi au Sénégal plus tard et tout. Ah ouais. Mais c'est ça, rien contre les gens, puis mes amis au Sénégal avec qui je suis encore en lien, mais les différences culturelles sont un peu plus grandes. L'Amérique latine, ça a été un peu comme... j'ai pas de notion spirituelle sur cette question-là, à savoir pourquoi je me suis sentie comme ça, ou autant chez nous, autant avec mes amis. Après, je suis allée étudier un an en Colombie aussi, là, à l'université à Bogota, avec un échange avec l'UQAM, puis... tu sais, mes amis m'ont toujours dit des fois que t'en as qui disaient que j'étais plus colombienne que les Colombiens, que d'autres, tu sais, c'était comme un amour de cœur, là, tu sais, je me suis appelée Sarita pendant toutes ces années-là, puis souvent, elle me manque, elle aussi, tu sais, puis, ben, elle me manque. Farita. C'est pas exactement la même, c'est la même, mais c'est pas la même. C'est pas pareil. Aussitôt qu'on switch de langue, avec les rencontres qu'on fait, j'ai des gens puis des amis extraordinaires ici autour de moi, mais on reste dans une culture plus individualiste, plus capitaliste, plus matérialiste que les cercles que j'ai fréquentés en Amérique latine. Parce que cette culture-là, elle existe aussi en Amérique latine, mais dans les cercles le monde, l'univers que j'ai fréquenté en Amérique latine était très solidaire, généreux, revendicatif. Comment tu deals avec ça quand tu reviens au nord? Puis que là, tout ce bagage-là, parce que, écoute, moi, ça me parle tellement, ça, là, c'est le clash culturel entre la communauté tissée serrée puis l'individualisme. Comment, à ce moment-là, quand tu reviens, tu arrives à porter ça puis à en faire quelque chose de créatif? Ben, à 15 ans, j'avais trouvé ça vraiment difficile. Le choc de retour avait été beaucoup... Bon, plein de jeunes le vivent. Le choc de retour est beaucoup plus difficile que le choc là-bas pour plusieurs. Parce que en fait, c'est toute ton échelle de valeurs là, qui saute. En fait, tu les avais peut-être, mais dans le fond, ton quotidien était pas dédié à ces valeurs-là. Je me dédie à ça un peu dans mon travail aussi, dans l'éducation qu'on tente de faire aussi, ou les méthodes que j'essaie de développer, c'est beaucoup un retour ou une volonté de cohérence avec les valeurs que des gens ont déjà portées ou pourraient porter ou portent très, très loin dans eux, puis être capable de les transposer dans leur vie. Puis quand c'est difficile de le transposer dans leur vie, le transposer dans des luttes contre ce système-là qui empêche de pouvoir les vivre, ces valeurs-là. Parce que je peux bien porter des valeurs écologistes, mais si tout le système autour de moi est fait d'une façon qui rend ça tellement difficile, il va falloir que je travaille sur ce système-là aussi. Mais c'est difficile quand on revient, c'est toujours encore, même aujourd'hui, difficile. J'ai quelques amis avec qui, mais tu sais, sinon... Est-ce que tu y retournes de temps en temps pour te reconnecter ou? Non, mais c'est sûr que l'Internet nous garde connectés. Depuis que j'ai ma fille, non, j'étais supposée aller avec ma fille en Colombie là, au mois de mai, puis avec le COVID, je suis pas allée. Fait que depuis sa naissance, j'ai pu voyager. Mais sinon, on est quand même en lien vraiment régulièrement là, avec les groupes, les amis là-bas. Là. La dernière fois que je suis allée, c'est pour présenter mon documentaire là, que j'avais réalisé en Colombie, puis ça m'a permis d'aller le présenter aussi au Mexique, puis en Espagne. Mais c'est les derniers voyages que j'ai pu faire. Là. Je suis content d'apprendre ça, qu'il y a des traces de ça documentées. Donc, on va mettre le lien là. Tu me l'enverras, en fait. Si vous pouvez, tous les deux, en fait, d'habitude, je pose cette question-là avant la rencontre, là. Mais après notre rencontre, si vous pouvez me bombarder de liens que vous aimeriez que j'ajoute à notre rencontre là, sous la vidéo, sous les publications audio et vidéo, là, je mets toujours des liens. Puis Jean-Pierre, toi, de ton côté, c'est ça, on disait, j'allais te poser la question tout à l'heure, est-ce que ton micro fonctionne, là? Je pense que oui. Ah ben oui, ça fonctionne très bien. Je te posais la question tout à l'heure, t'es parti de la Réunion à quel âge, puis dans quel esprit, dans quel mouvement? J'ai quitté la Réunion on est arrivé au Québec le 6 août 2014 et depuis j'y suis retourné une fois juste pour des vacances, mais je refusais de passer mes 40 ans à la Réunion. OK. C'était
Nul est mon avenue. Impossible de négocier. On ne passe pas de mes 40 ans à La Réunion, puis il faut qu'on les passe ailleurs. Quel symbole ça avait? Pas forcément un symbole, mais à un moment, il faut se mettre tu sais, tu te mets des échéances ou tu te mets des dates parce que si tu ne l'as pas fait, tu peux toujours te donner le luxe de reporter, là, puis de vivre dans le luxe, justement. Puis moi, c'était vraiment avec ma blonde et les enfants, on était vraiment partis pour un changement de vie, quelque part. Moi, j'avais une vie très, très confortable à La Réunion et puis l'objectif, c'était justement de ne plus être dans ce confort-là. Tu faisais quoi à La Réunion? À la fin, je cumulais un poste comme de chargé de cours, de cadre pédagogique. J'encadrais une équipe de formateurs en travail social. J'avais monté un diplôme universitaire d'accès aux études. J'étais formateur et j'étais directeur de mon entreprise en conseil, consulting, machin, RH. Là. Tu mets des jolies cravates, puis tu voyages en avion pour aller faire des conférences avec des gens qui ont des grosses entreprises. Pour vrai, tu mettais des jolies cravates. Je te promets. Et j'adorais dire que j'avais des jolies cravates. Et normalement, si on a des étudiants de l'UQAR qui m'entendent aujourd'hui, ils doivent le dire. Oui, c'est quelque chose que je disais régulièrement. La cravate, c'est important. Non! Écoute, moi, j'ai passé les 30 dernières années à me battre contre la cravate. Là. Il va falloir que tu me vendes la cravate, là, parce que... Mais elle a une utilité, en fait, c'est que quand je prenais la parole avec mes étudiants, surtout en travail social, j'arrivais et je me présentais. Donc, j'étais en cravate. Ma cravate était assortie à la chemise, qui était assortie à mon gilet avec un béret. Et puis, quand j'arrivais, on se présentait. Petit tour de table, qui est qui fait quoi, petit CV. Puis moi, je le notais exprès au tableau. Puis, je mettais toutes mes formations. Si tu regardes derrière moi, là, j'ai 4 diplômes, mais en fait, j'en ai un peu plus que ça. J'étais un collectionneur compulsif. Donc, non, mais j'adore la formation. Retourner à l'école et puis redevenir un élève, c'est important, je pense. Il faut ne jamais être sûr de ce que l'on sait. Et donc, je noircissais le tableau. Mais sincèrement, là, je mettais mes diplômes en travail social, mes maîtrises, mon diplôme d'ingénieur, mes formations en coaching, en e-learning, enfin, tout ce que j'avais pu faire. Et puis les postes que j'avais occupés. Donc, tu mets forcément président et directeur, en gros, plus haut que travailleur social. Avec la symbolique de si je suis un homme avec une cravate et que je noircis un tableau avec des compétences, c'est que je suis quelqu'un de compétent et en autorité. Puis je commençais le cours. Puis je racontais pendant un quart d'heure, mais n'importe quoi. La mer est verte, la terre est plate, et les gens continuent à prendre des notes. Tu sens et tu vois dans leur regard qu'ils se posent une question au moment où tu dis une bêtise, mais ils vont pas se rebeller, entre guillemets, ou lever le doigt en disant « Est-ce que vous pouvez préciser? Est-ce que vous êtes sûr ?» Ils continuent d'écrire. C'est parce que tu n'avais pas Sarah dans ta classe. Ouais, mais c'était pour leur enseigner un des principes de Milgram, là, la soumission librement consentie à une autorité. Et pour leur dire à un moment, au bout de 15 minutes, j'arrêtais le cours et je leur disais, mais qu'est-ce qui se passe là? En fait, je suis un homme en position d'autorité, j'ai le pouvoir, j'avais le stylo, j'étais au tableau, j'ai noirci un tableau de compétences, j'ai une cravate qui incarne quand même les gens qui ont l'argent au pouvoir, etc. Ça en fait partie du décorum. Puis je leur disais, avec tout ce que j'ai mis en place, je vous ai quelque part imposé des choses sur lesquelles vous n'allez pas aller... vous n'allez pas aller me contredire. Vous allez me contredire à l'extérieur de la classe quand on fera une pause, mais jamais vous confronter à. Et je leur disais, dans le travail que vous allez faire en travail social ou ailleurs, ou quand vous êtes militant, vous allez souvent être dans cette posture-là. Est-ce que je suis légitime quand je suis le seul à sortir, entre guillemets, du chapeau? Est-ce que j'ai l'autorité pour me mettre contre la personne, entre guillemets, ou à apporter des éléments un peu différents? Et je leur disais, c'est un exercice qu'il faut faire régulièrement. On a en face de soi des personnes, et puis avec tout le respect qu'on doit avoir avec les personnes. Mais on peut aussi avoir des personnes qui ne sont pas forcément pertinentes quand elles parlent, ou qui sont pas forcément dans le juste ou dans le vrai. On peut apporter d'autres paroles. Donc il faut s'entraîner à ça, sinon on est dans un système où, en France surtout, on ne remet pas en question le professeur ou l'enseignant, puis on ne remet pas en question celui qui a des diplômes. Quelle belle mise à table pédagogique. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis je trouve que ça fait écho à ce que Sarah disait, dans le fond, dans son retour. Tu sais, comment elle peut s'impliquer, puis que le clash culturel, puis mais là, le clash de l'autorité aussi, tu sais, parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont travailleurs sociaux, puis qui se sentent coincés dans le système.
coincé dans le système où il y a énormément de rédaction, beaucoup de paperasse à faire qui vient amputer sur le temps qu'ils peuvent passer avec les clients. Puis, bon, ben, ça fait des gens qui, après des années à ne pas se rebeller contre cette autorité-là, finissent par faire un burn-out ou quitter ou faire un autre métier. Alors que je pense que dans cette pédagogie-là, de reconnaissance à tout le moins. Après ça, on verra si individuellement, à quel point on est capable de porter des luttes, puis quelles sont nos limites puis nos forces, mais déjà de reconnaître que on tombe dans un système dès le départ où il y a une hiérarchie d'autorité, puis d'en prendre conscience. Je trouve ça vraiment intéressant comme mise à table pour un cours où on va justement entrer dans un système par la suite, et là, on pourra se positionner. Est-ce que, justement, je me rebelle? Est-ce que je me conforme? Est-ce que je me conforme et que je me rebelle? Mais, parce qu'il y en a qui disent if you can't beat them, join them, en anglais, là, comme on dit. Si tu peux pas les combattre, joins-les. Mais moi, j'ai toujours aimé à rajouter, if you can't beat them, join them, then beat them. Donc, joins-toi à eux, puis fais le travail par l'intérieur. Puis ça, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de faire ça. Il y a moi, j'utilisais souvent l'allégorie du kilo de sucre sur une voiture. Une voiture qui passe, tu jettes un kilo de sucre dessus, ça va à la limite juste mettre un peu de saleté puis un peu d'eau et ça passe. Tu prends le même sucre, tu le mets dans le réservoir et tu as pourri la voiture. C'est la même chose, c'est l'acteur et le système. J'ai oublié le nom de l'auteur, mais tu peux être un acteur de changement pris dans un système quel qu'il soit. C'est une posture plus anarchiste que révolutionnaire, mais tu peux aussi instiller des changements. Et puis après, tu n'es pas obligé non plus de récolter ce que tu as semé. Moi, je pars du principe que je sème, mais ce n'est pas forcément moi qui vais récolter. Ouais, c'est ça. Oh, oui, c'est ça. On laisse des traces. Là, vu que tu as mis des diplômes en arrière de toi, là, il faut-tu croire que ce que tu dis ou non? Forcément. Puis j'ai mis mon petit drapeau de la Réunion et puis en dessous, j'ai ma traverse des lutins de Saint-Élie. Ouais, Mais il n'y a pas de cravate, par exemple. Ah non, elles sont dans une boîte dans la Poandry. Je les mets que très rarement maintenant. Est-ce que c'est vrai qu'on détruit une auto si on met 1 kilo de sucre dedans? Alors, en fait, tu vas scraper tout la carburation parce que ça va caraméliser dans le moteur. Et puis, moi, j'aime ça que Sarah elle se pose cette question. Non, mais c'est utile d'avoir des petites choses soft des fois. Pourquoi je me suis imaginé que Sarah avait des plans pour ce soir-là? Elle va aller mettre du sucre dans les autos. La révolution du sucre. Ouais, par Rita. c'est un bel symbole. Bon, écoutez, moi, je suis vraiment touché par cette rencontre-là. Puis là, j'aimerais peut-être pour nos auditeurs aussi, qu'on voit où vous en êtes rendu dans votre parcours. Parce que là, ce qu'on a compris un peu, c'était quoi les éléments déclencheurs un peu. C'était quoi dans votre parcours, qui vous a amené à votre engagement social. Aujourd'hui, Sarah, tes cours d'eau aux cibles, tu peux nous en parler un peu de cet organisme-là? Oui. C'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2003, ça fait 17 ans. Ça a toujours été un petit organisme. C'est Jean-François Fortin qui l'avait créé alors qu'il était professeur au cégep. Puis lui, son intention à ce moment-là, c'était de permettre des expériences internationales là, à ses étudiants. C'était principalement ça. Il aurait pu le faire juste comme ça. J'aimerais essayer de poser la question là, éventuellement de pourquoi il l'a pas juste fait comme ça, puis il a décidé de créer un organisme. Mais je pense que Jean-François Fortin, c'est quelqu'un, puis encore aujourd'hui, là, il est maire de Sainte-Flavie qui veut être une des premières municipalités carboneutres au Québec. Je pense que c'est quelqu'un, c'est une personne visionnaire. Et je pense que quand il a créé le cible, je pense pas qu'il savait que ça serait ce que c'est aujourd'hui. Mais il a tout de suite mis un cadre puis une base légale pour peut-être avoir la liberté aussi de faire un peu plus que ce qu'il voulait. Il faudrait lui poser la question. Mais à la base, ça a été principalement des étudiants au cégep qui ont fait des stages. Il y en a qui sont allés en Israël, Palestine.
pour aller justement comprendre la situation là-bas, des techniques policières qui sont allées dans des favelas au Brésil. C'était jamais dans une optique, déjà, lui, il était déjà critique comme je le suis aussi, là. C'était pas des stages d'aide humanitaire du tout, là. On se faisait rien à croire, là. C'était vraiment pour favoriser une meilleure compréhension des enjeux. Puis, il a fait participer aussi des étudiants dans les forum social mondial, là, qui existent encore aujourd'hui, en fait, là, qui sont des rencontres un peu, on dit plus altermondialistes, mais qui étaient des grandes rencontres altermondialistes là, qui existent encore. Fait que ça a été les débuts du CIM. Puis après, Jean-François Fortin est devenu député du Bloc québécois. Donc, l'organisme est resté très tranquille et sur la glace pendant des années, jusqu'à temps qu'une gang de jeunes, dont un Étienne Lessard qui faisait le même programme que moi au Cégep Maisonneuve, que j'avais connu à cette époque-là, qui est rentré dans l'organisme, et d'autres personnes là, qui arrivaient à Rimouski à cette époque-là, toutes des jeunes qui avaient eu des expériences plus ou moins similaires à la mienne, qui ont repris le cible et qui l'ont relevé tranquillement. Puis moi, j'ai eu la chance, en fait, d'arriver, ça fait 10 ans que je suis à Rimouski, là, d'arriver dans cette époque-là aussi où il relevait un peu l'organisme, puis de pouvoir avoir le premier contrat qui était un contrat ça s'appelait Reporter Nord-Sud de la consommation responsable. Donc, on avait mobilisé des jeunes au travers qui aimaient ou qui travaillaient dans le multimédia, donc radio, photo, caméra, à s'intéresser à la production puis à la consommation responsable au Bas-Saint-Laurent, puis après aller faire la même chose. Le projet était prévu au Mexique, là, mais moi, j'avais plus de réseau en Colombie, donc on est allé en Colombie. Puis après, je suis toujours restée impliquée au cible. Là. J'ai pas eu toujours un emploi. Là. J'ai jamais fait vraiment là, la différence entre quand j'étais payée ou je suis pas. Tant que je suis capable de payer mon loyer, puis à manger et tout, là, tant que la base est là, puis on a la chance quand même d'avoir un filet social ici qui compense des fois dans les trous, puis de faire mes études en même temps. Donc, puis là, jusqu'à il y a là, ça va faire 3 ans, on a eu enfin un financement à la mission. Puis ça a permis pour la première fois au cible, dans le fond, après 14 ans d'existence, de pouvoir travailler toute l'année. Fait que là, c'est ça que je peux faire maintenant. Puis là, l'organisme s'est quand même modifié en fonction des gens qui se sont impliqués. Puis c'est sûr que pour moi, c'est un peu un bébé aussi, là, je veux dire, dans le sens que en ce moment, comme j'ai été la personne la plus impliquée dans les dernières années, c'est sûr que je construis quelque chose qui me ressemble, qui ressemble aux autres personnes qui se sont impliquées. Puis ça a toujours été comme ça, là. Je le vois un peu comme c'est pas comme un organisme qui était tout institutionnalisé puis qu'on s'en va réaliser des mandats, mais comme notre coop. J'aime ça, le voir le cible comme une coop. Puis j'aimerais ça que les personnes là, maintenant qu'on grandit un peu, que les personnes qui s'y en approchent puissent bâtir aussi leur projet, là. Fait qu'on est en éducation, là. L'objectif est toujours d'utiliser l'éducation, la sensibilisation sur différentes formes pour permettre aux gens d'avoir plus d'informations avec cette information-là ou cette sensibilisation-là de se transformer premièrement eux-mêmes, là, intérieurement. Extérieurement, idéalement aussi, que ça soit que cette transformation-là amène des changements de comportement à l'extérieur, puis donne envie d'y croire que les gestes que tu pourrais poser peuvent faire une différence. Premièrement, une différence pour toi, parce que tu vas être en cohérence intérieure, puis deuxièmement, de voir que le monde change, que le monde va changer autour de toi pour le mieux, là. Donc, beaucoup de sensibilisation. Puis concrètement, est-ce que c'est des formations que vous donnez dans les cégeps? C'est des programmes d'échanges internationaux? Je dirais qu'il y a 3 formes, là. Oui, on a accompagné des stages encore, là, on le fait moins, là, mais des gens qui avaient déjà des projets de stage, puis peut-être que ça se serait fait avec très peu de formation puis de préparation, parce que les gens ils veulent que ça soit vite. Souvent, c'est dans l'idée un peu consommer, jeter aussi un peu les stages, là, c'est un trip, on va vivre ça, on va revenir. Fait que c'est sûr que on s'est questionné des fois si on voulait appuyer ça, puis dans le fond, c'est pas qu'on l'appuie, mais c'est qu'on se dit on est mieux d'être là que pas être là pour permettre justement de profiter de ce momentum-là, d'avoir un groupe qui a un objectif commun, qui est quand même une expérience de vie que si on a, à part via les équipes de sport, les jeunes vivent pas tant, là, un groupe avec un objectif commun. C'est super transformateur, c'est vraiment important. Puis
Puis ben après, ça permet que vu qu'ils ont un objectif commun puis qu'ils se rassemblent, ben de pouvoir leur offrir, de reparler de plein de sujets duquel ils n'auraient jamais parlé avant leur départ, là, dont la décolonisation, dont les inégalités nord-sud, tout ça. Fait que ça se fait encore, mais c'est... Moi, je capote, je trouve ça vraiment trippant. J'étais en train de me dire, là, hey, ça nous prend ça en Estrie dans la MRC de Quaticook. Justement, tu sais, quand je te parlais de mes enfants puis de mon désir de les mettre au monde, là, tu sais, au niveau social, au niveau culturel, de la compréhension du monde, puis des inégalités, puis de tous ces sujets-là, ça nous prend un cible ici. Mais ça ne pourra pas s'appeler cible, là, parce qu'il n'y a pas Bas-Saint-Laurent dans... Fait que... Ouais. Mais il y a le comité le comité de solidarité de Sherbrooke, là, comment il s'appelle? Mais bon, c'est un peu plus loin, là, quand même. Mais tu sais, la plupart des organismes en solidarité internationale en ce moment sont justement avec cette arrivée-là de notre génération, je dirais, il y a toujours des changements là, quand une génération commence à prendre plus de place dans le milieu des organisations, que ce soit au gouvernement ou que ce soit dans des organismes à but non lucratif. Puis ces jeunes-là, pour la plupart, ils ont voyagé. Ces jeunes-là, pour la plupart, se sont rendus compte que c'était chez nous qu'il fallait que les choses changent, mais que leur voyage, que ce qu'ils avaient vu à l'international, avait été essentiel, puis leur permettait après de comprendre, OK, qu'est-ce qu'il fallait qu'ils changent ici, puis de comprendre en fait que si les pays du Nord détiennent 75% des richesses, tant qu'on s'adresse pas à ce problème-là, je veux dire, ça sert c'est difficile de se dire, je vais aller donner des miettes ailleurs, ou je vais arriver là-bas comme un sauveur, ou tu sais, ça a aucun sens, tout ça se défait dans toi, puis dans le fond, la plupart, on va se transposer vers l'implication locale. Puis on le voit aux cibles aussi à Rimouski, c'est beaucoup plus... Là, j'allais dire à la mode. C'est pas une question de mode, mais les gens veulent s'impliquer dans le localisme, dans le régionalisme. Puis je trouve ça hyper important parce que c'est là que tu as le plus de pouvoir. Mais en même temps, si tu te déconnectes du monde, il va y avoir quelque chose qui va être difficile à être complètement cohérent dans ce que tu fais ici. On va revenir dans la même problématique de refermement sur soi, tu sais, que ce refermement-là a mis au monde ces organismes-là pour nous ouvrir sur le monde. Il faudrait pas perdre cet aspect-là. Mais en même temps, je le comprends. Le désir de faire des trucs locaux, on le vit ici aussi beaucoup, mais c'est jamais mis en lien avec le reste du monde. Puis ça, je trouve ça intéressant de le faire, ce lien-là. Puis on le fait beaucoup. Ouais, je trouve on le fait. Ben, là, on a intégré beaucoup l'environnement. Avant, c'était pas présent. Puis l'environnement permet rapidement de faire le lien entre solidarité internationale puis agir localement. C'est extrêmement simple à comprendre parce qu'on est tous interreliés. Fait que les notions d'interdépendance, d'habiter toute la même maison, les idées de fraternité, de sororité sont extrêmement importantes dans le travail qu'on essaie de faire. Puis, ce qui va changer, puis qui change déjà de toute façon, c'est que là, le monde, il vient à nous de toute façon. Je veux dire, regarde, Jean-Pierre est là. C'est un exemple concret. Mais je veux dire, il y en a plein d'autres. Cette année, on travaillait sur la justice migratoire. Mais je veux dire, avec toute l'immigration qui va se continuer, je veux dire, le monde vient ici. Puis, le dernier stage de travail social qu'on faisait, la formation accompagnement, ils n'ont pas pu aller en Haïti à cause de la situation de sécurité, évidemment. Puis, on leur a fait faire un petit stage à Montréal, puis dans la communauté haïtienne. Puis, je dirais que les impacts, là, ils n'ont pas été aussi grands, mais ils étaient là. Ils n'ont pas été aussi grands tout simplement parce que c'était 3 jours au lieu de 3 semaines. Mais s'ils avaient été là 3 semaines dans cet univers qu'ils ont rencontré là, c'était le temps de la grève des chauffeurs de taxi. Sont allés voir des groupes d'alphabétisation, groupes de musique, qui ont été invités dans des familles. Puis ce qu'ils ont vécu dans les familles haïtiennes qui les ont reçus, c'était la même chose qu'ils auraient vécu en Haïti. Ils étaient tous traumatisés positivement par comme là, ils nous ont fait manger. C'était comme si on était leur frère ou leur sœur. Moi, j'ai jamais traité des invités comme ça, tu sais, puis eux autres, ils nous traitaient comme si... Fait que toutes ces prises, tu sais, ces choses-là, de se dire, ça se peut vivre ces valeurs comme ça. Tu sais, moi aussi, je le porte, mais je l'avais jamais comme trop mis en action. Puis, tu sais, j'ai envie, moi aussi, d'être comme ça. Ben, ça s'est fait. Fait que je pense qu'on n'a même plus besoin d'aller si loin non plus. On peut aller à la rencontre des gens... comme Jean-Pierre, je vais le laisser parler parce que là, je parle trop. Non, ben c'est vraiment intéressant. Méchante belle mission. Puis, ben oui, j'allais demander à Jean-Pierre, toi, qu'est-ce qui t'a amené aux cibles pour, tu sais, comment, parce qu'on le disait en début de rencontre, là, Jean-Pierre Merouma est président du conseil d'administration de cet organisme-là. Donc, comment ça s'est passé, Jean-Pierre?
Moi, j'arrive à Rimouski le 6 août 2014. Dès mon entrée à l'université à l'UQAR, il y a une espèce de forum où on retrouve toutes les associations de l'université. Et puis, à l'époque, c'est Mélodie qui était responsable du cible UQAR. Et je vois le stand, et puis je m'arrête, puis je regarde, je discute avec les gens, puis ça m'intéresse. Puis je pense que juste après, on avait le lancement des JQSI, dont j'ai retrouvé dans mon déménagement le dépliant des premières JQSI C'est quoi ce JQSI? Les Journées québécoises de la solidarité internationale. Ouais. Le cible est porteur pour le Bas-Saint-Laurent, et puis Sarah fait beaucoup du vidéo, on fait de la projection de films, des discussions, des échanges, des conférences. Cette année, on avait le salon du livre, on a des artistes, on fait plein de choses, dont des conférences au secondaire pour aller sensibiliser les jeunes. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais essayer ça. Et puis, j'ai attrapé la piqûre. Puis, je suis resté au cible UQAR. Je me suis impliqué au cible en tant que membre du CA jusqu'à mon entrée à Radio-Canada, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir d'application quand on est journaliste ou chroniqueur. Et donc, j'ai laissé le cible prendre son envol sans moi, puis sincèrement, il n'a pas besoin de moi, le cible, Sarah le fait très bien. Et après, en finissant mon contrat à Radio-Canada, j'étais libre de reprendre des implications, et puis le cible, c'est mon OBNL de cœur. Ouais. Ah, c'est merveilleux. Moi, puis on rentrera pas dans la polémique, là, mais quand j'ai commencé à te lire, Jean-Pierre, moi, je me disais, parce que je pensais que tu étais encore à Radio-Canada, puis là, je me disais, waouh, quelle liberté d'expression il se donne! Je me dis, comment il deal avec ses boss? Là, je comprends que tu y es plus, donc c'est peut-être en même temps un combat, mais aussi une forme de comment je pourrais dire, donc de trêve du silence, hein? De trêve du silence. Oui, pendant 3 ans, tu peux pas t'impliquer ou montrer que tu es, entre guillemets, dans du militantisme. Puis moi, être militant, ça veut pas dire être contre l'autre. Moi, je suis surtout un militant du dialogue, de la rencontre, de faire avec. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. Mais je pense que, et puis là, si on déborde un peu sur les journalistes, je pense que, puis n'importe qui, on peut pas être... ne pas avoir d'impact. On ne peut pas être incolore, inodore et ne rien changer. Ben ouais, c'est ça. On est forcément à un moment, on a un angle, on a une présence, on a une vision, on a un regard, on est imprégné d'une culture, d'une histoire. Et forcément, ça va produire un regard même sur la nouvelle ou l'information. Le choix de mes adjectifs, etc., va teinter aussi ma nouvelle. Donc, moi, je pense pas qu'on puisse être sans, entre guillemets, quelque part. Moi, je n'ai jamais cru à l'objectivité journalistique. Là. Mes premières armes, c'était en journalisme. J'ai commencé très jeune, à 18 ans, à faire de la radio, puis par la suite, j'ai fait un cours en radio-télévision. Mais cette notion-là, je l'ai jamais endossée. Je pense qu'on peut avoir un code d'éthique, on peut avoir un code professionnel, mais l'objectivité journalistique, j'y crois pas. De toute façon, on le voit bien aujourd'hui, là, ce que ça donne avec la multiplication des chaînes, puis des fake news, puis de tout ça, là, que à un moment donné, les faits parlent d'eux-mêmes, puis après ça, la personne qui est derrière les faits qui les transmet, elle porte son histoire, puis on peut pas faire fi de ça. Là, moi, ce que je disais toujours, je suis pas objectif, mais j'objectivise ma subjectivité. Voilà. Je dis d'où je suis, d'où je parle. Je suis clair, transparent. Voici mes valeurs, voici comment je vois et pourquoi je le vois comme ça. Et ça, c'est ce que j'ai emmené à chaque fois. Même si c'est parfois un peu dérangeant, mais je pense que c'était en tout cas une intégrité vis-à-vis de moi d'avoir Peut-être que t'es l'élève qui va aller au tableau, effacer un peu de tout ce gribouillage et puis t'arracher la cravate. Et puis... Ça va venir. Ça va venir. Hey, Sarah, est-ce que ça va? Est-ce que tu as besoin d'aller voir ta petite? Non, elle lit des livres à haute voix pour être sûre que j'entende bien. Wow. C'est bon, t'es ton Elle est bonne, ça fait déjà comme 30 minutes qu'elle lit des livres à haute voix. Wow! 3 ans, 30 minutes de lecture quand même. Ouais, c'est une petite précoce.
Je pense que 2 ans, elle le faisait déjà. Là. Elle me dit déjà des phrases tantôt que tu disais là, de colère, de « Pourquoi tu me fais ça, maman? Pourquoi tu me fais ça? » Puis, elle nous en sort des belles. Notre prochain T-shirt, je veux faire des T-shirts pour le cible là, avec des... faut juste trouver la façon éthique de les faire, là. Ce qui n'est pas toujours évident, mais c'est sûr que je vais citer ma fille. Là. Ma fille a dit c'est pas facile, mais c'est possible. Puis elle le dit souvent. C'est tout simple, puis ça. Ouais. Je pense que c'est mieux que le ça va aller du COVID. Ben puis oui, en même temps, j'ai pensé à ça tout de suite. On devrait renommer le slogan. Je l'adore. C'est pas facile, mais c'est possible. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Je trouve ça une super belle phrase de fin. C'est pas facile, mais c'est possible. Elle peut venir vous le dire si c'est la fin. Ben oui, tu peux aller la chercher si tu veux qu'elle nous dise bonjour, c'est comme tu veux. Bon, c'est maman qui appelle sa fille. Elle a muté son micro. Oui. Wow. Alors, écoute, Jean-Pierre, un gros merci de m'avoir présenté Sarah. Franchement, je suis bien heureusement impressionné par son parcours, sa force de caractère, son implication, son engagement authentique. Écoute, je pourrais en dire encore beaucoup. Puis moi, je suis vraiment heureux de te découvrir aussi. Caroline, que j'ai hâte qu'on puisse se rencontrer. Tu peux être sûr que... tu sais, moi, mon rêve là avec ce projet-là, c'est d'aller sur la route. J'ai en démarche pour essayer d'avoir une bourse pour ça, pour présenter ce projet-là dans des petits cafés, dans des petites salles de spectacle, être en présence. Vraiment, là, c'est mon objectif. On verra, je croise les doigts. Sarah, ça va? T'es avec nous? OK, on t'entend pas, par exemple. Excusez. Oui, non, on t'entend. Fait qu'on va se dire au revoir. Ah, elle est là! Salut! Allô! Ça va? J'ai pleuré dans la nuit. T'as pleuré dans la nuit? Oui. Et toi, t'as mangé mon repas de chien. Tu penses que c'est Patrick qui a mangé ton repas de chien? Non, c'est toi. Ben non, on l'a mis sur le... Amaya, Patrick, il voulait te donner le mot de la fin. Oui. C'est quoi le mot de la fin? C'était pas facile, mais c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Ben voilà. Ah, qu'elle est mignonne. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Et puis, je remercie les gens aussi qui sont à l'écoute, que ce soit sur Patreon, sur YouTube ou à la radio. Donc, et puis, ben, pour les auditeurs, je veux juste dire un petit mot en se quittant, c'est que souvent, ben, j'ai beaucoup de connexions avec les gens de l'Est du Québec et de Rimouski. Et là, la prochaine rencontre, ça va être avec 2 intervenantes de l'Estrie, parce que à la radio, c'est à la radio de Windsor en Estrie. Donc, avec Mélissa Généreux, Docteur Généreux, et puis Sunday Salal. Ça va être très, très intéressant. Alors, merci à tout le monde. Bonne fin de journée. Bye bye. Bon cœur. Bye. Bye bye. Bye.